Première conférence que nous organisons à l'occasion du 5e No Plastic Challenge, qui est un événement qui incite à prendre conscience de son usage de plastique et à le réduire avec un accompagnement via des éco-gestes et des recommandations. Donc, cette première conférence porte sur un enjeu qui est essentiel et qui est moins connu, qui est l'impact sanitaire de notre surexposition au plastique. Parce que autant on a une vision aujourd'hui assez claire de toutes les formes de pollution plastique dont on parle depuis plusieurs années, autant les questions de l'impact sanitaire de notre exposition à la fois lors de l'usage du plastique, mais aussi du fait de la pollution, sont moins connus. Donc, ça nous semblait important de partager ces informations. Et d'ailleurs, on a choisi pour cette édition du No Plastic Challenge de lui donner une orientation qui est à la fois sur l'enjeu environnemental et sur l'enjeu santé et qui appelle à protéger à la fois donc notre environnement et notre santé. Alors, juste quelques rappels parce que voilà, on sait tous qu'on est environné de plastique, enfin entouré de plastique pour mieux parler français, mais on ne sait pas à quel point en fait on l'est. Donc, on situe bien l'emballage, on situe bien un certain nombre de plastiques, mais par exemple, on ne sait pas que 70% aujourd'hui des textiles sont synthétiques, donc ce sont des fibres plastiques. On ne sait pas qu'il y a du plastique dans nos couettes, dans nos oreillers, dans nos canapés. On oublie qu'il y en a dans les ordinateurs, dans les voitures, etc. Donc, c'est vraiment important qu'on regarde cela en face et qu'on se protège des effets toxiques qu'on peut avoir du fait des additifs, on va revenir dessus, qui sont dans les plastiques. L'autre élément, c'est qu'il faut avoir conscience que le fait qu'on soit énormément exposé au plastique et qu'on ait un problème de pollution est très corrélé à l'augmentation de la production. Elle a été multipliée par 20 en 50 ans. Donc, nous, ça fait partie évidemment de nos actions et du principe du No Plastic Challenge, et d'interroger cette surproduction de plastique et d'inciter à la réduire. Pour faire le point donc, sur les enjeux sanitaires, j'ai le plaisir d'avoir autour de nous, et je vais peut-être commencer par me présenter. Je suis moi-même Muriel Papin, je suis déléguée générale de l'association No Plastic in Maïsi. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette première conférence Dorothée Moisan, qui est journaliste et qui est auteure d'un ouvrage qui s'appelle Les Plastiqueurs, sur lequel on pourra revenir avec elle. Pascal Lios, qui est ingénieur agronome et qui est membre du réseau environnement et santé, qui s'intéresse notamment aux perturbateurs endocriniens. Et puis Tania Pachev, qui est présidente de l'association Cantine sans plastique et consultante en santé environnementale. Donc, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet avec vous, Dorothée, pour que vous nous aidiez à comprendre pourquoi le plastique est toxique et nocif pour la santé, comment il est composé, et puis finalement, quel est le fonctionnement de cette industrie que vous avez étudiée de près. À vous la parole, Dorothée. Alors, merci de m'avoir invité avec Pascal et Tania pour parler du plastique. Alors, effectivement, j'ai 8 minutes, mais on peut en parler sans fin. Alors, je vais tenter de rester un peu focalisée. Donc, déjà, juste vous rappeler que le plastique, effectivement, il est présent partout. Parce que le plastique, on a beaucoup parlé des déchets plastiques sur les plages et autres. Mais en fait, le plastique, très vite, il va donner des microparticules de plastique en se dégradant. Et on sait aujourd'hui que ces microparticules de plastique sont présentes partout dans le monde. Alors, on en a retrouvé à 8000 km, à 8000 mètres en hauteur, c'est-à-dire sur l'Everest, 11 000 mètres en profondeur, la fosse des Mariannes, au pôle Nord, au pôle Sud. En fait, on en trouve partout. Il suffit de le chercher pour le trouver. Mais on en retrouve jusque dans notre organisme, puisqu'on a estimé sur une étude qui était un petit peu controversée il y a quelques années, jusqu'à 5 grammes, on en ingérerait jusqu'à 5 grammes par semaine. Donc 5 grammes, c'est une carte bancaire en PVC, pour la petite histoire. Donc 5 grammes de plastique qu'on ingérait chaque semaine, avec une mention particulière pour les aficionados de l'eau en bouteille, puisque les taux de ceux qui boivent de l'eau minérale en bouteille sont jusqu'à 22 fois plus élevés que ceux qui préfèrent l'eau du robinet. Des études récentes ont montré que moi, je me posais la question quand j'enquêtais pour mon livre sur où est-ce qu'est présent le plastique dans notre organisme, en me demandant à quel moment il franchirait la barrière cérébrale, parce que probablement on le saura un jour. Mais aujourd'hui, on sait, et cette fois-ci c'est acté, qu'il est présent dans le sang et dans les poumons. Donc ça veut dire qu'on vraiment on passe des barrières qu'on pensait finalement infranchissables par les microparticules de plastique, mais elles sont tellement petites, tellement invasives qu'elles vont vraiment partout dans notre organisme. Alors, comment est-ce qu'elles y arrivent? C'est assez simple. Il y a pas mal
de moyens de voies de contamination, mais les plus importantes, c'est vraiment l'inhalation et l'ingestion. L'inhalation, c'est tout simplement le plastique, les microparticules de plastique qui sont dans l'air. Là, par exemple, si je fais ça, parce qu'effectivement, ça va être du polyester. Si je fais ça, tout simplement, j'ai des microparticules de plastique des microfibres textiles qui vont partir dans l'air, que je vais effectivement respirer. Et puis, il y a des microparticules de plastique auxquelles on pense peu. C'est tout simplement les poussières de pneus, parce que les voitures qui vont rouler sur la chaussée bitumée vont produire des petites poussières de pneus qu'on va abondamment respirer. Donc, il y a l'inhalation et puis il y a l'ingestion, tout simplement parce qu'on mange, parce qu'on a du plastique aujourd'hui présent dans, alors on a parlé de l'eau, la bière, le sel, les fruits de mer, etc., donc dans tout ce qu'on va consommer. Et puis, tout simplement, il y a aussi du plastique qui va être présent parce que ça va migrer du contenant vers le contenu. Donc, ça, c'est un point assez important qui va être aussi développé par Pascal et Tania. Ce qui est un point important sur la migration du contenu, c'est qu'on sait qu'elle est accentuée par plusieurs facteurs comme la chaleur, donc notamment si on passe au micro-ondes un contenant en plastique, ce que je vous déconseille totalement, malgré les recommandations sur les emballages, la durée de contact, la surface de contact, et puis si c'est gras ou acide. Donc, par exemple, surface de contact, ça va être si vous allez encore au McDo ou au Quick dans les fast-foods, vous avez des petites dosettes de mayonnaise ou de ketchup qui sont justement assez grasses et qui ont une toute petite surface, enfin, il y a une toute petite quantité de produits sur une surface d'emballage, et elles vont être probablement beaucoup plus contaminées que, par exemple, des silos en vrac dans un magasin bio notamment. Donc ça, c'était pour vous dire un petit peu où était le plastique. Et donc là-dessus, l'industrie, quand on lui dit, alors est-ce que d'avoir autant de plastique dans l'organisme, ça pose un problème? Et elle a des réponses qui sont finalement toujours les mêmes. Et moi, j'ai retrouvé notamment 2 slogans ou 2 devises qui revenaient régulièrement. 1, la présence ne fait pas le danger. Ce n'est pas parce qu'on a du plastique dans le corps que c'est dangereux. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas lier directement une pathologie à une microparticule de plastique qu'on aurait ingérée à un moment T, et à un moment T plus 1, où on aurait une maladie qui va se déclencher. Donc, c'est la grosse difficulté. Deuxième devise qui revient, c'est la dose fait le poison. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait 5 siècles qu'on nous dit il en faut beaucoup pour être malade. S'il y en a un tout petit peu, vous n'allez pas avoir de problème. Et effectivement, là, l'industrie est très au courant qu'elle ment, puisque depuis une trentaine d'années, on a découvert la toxicité de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, ce que va développer, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, c'est Pascal qui va le développer tout à l'heure. Ça veut dire des substances qui vont être présentes notamment dans le plastique et qui vont intervenir à très très petite dose et surtout à des doses différentes. Donc ça va poser un vrai problème. Et moi, ce que j'ai envie de vous rappeler, donc contrairement à ce que dit l'industrie, c'est que le plastique n'est pas inerte, on l'a vu, puisque ça migrait, et qu'il n'a pas une, ni 2, ni 3, mais 4 sources de toxicité associées au plastique. Alors, en très résumé, vous avez le monomère. Le plastique, on appelle ça les polymères. C'est un petit peu, on les compare souvent à des colliers de perles. Et donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs perles, plusieurs monomères qui constituent le plastique. Et bien, les monomères peuvent être toxiques. Exemple, un que vous connaissez bien, en tout cas un nom qu'on a pas mal entendu, c'est le BPA, le bisphénol A, qui peut être un monomère, par exemple, dans le polycarbonate, qui est un plastique transparent et assez résistant. Donc ça, on a le plastique lui-même qui peut être toxique. Deuxième source de toxicité, les additifs. Les additifs, pour que le plastique soit finalement agréable, pour qu'il soit si pratique et si fantastique, et ben, il faut qu'il soit, on va mettre des additifs pour le rendre plus souple, plus parfumé, plus coloré, plein de choses, plein de qualités qu'on va aller rechercher dans le plastique. Or, ces additifs sont, pour de nombreux d'entre eux, toxiques. Je vous en donne un, les phtalates, sur lequel encore on reviendra un petit peu après. Les phtalates, c'est par exemple pour rendre le PVC. Le PVC, quand il est naturellement, quand on le produit à l'origine, le PVC est dur. Or, il est très intéressant d'avoir du PVC souple, notamment dans les hôpitaux, pour les tubulures qu'on va mettre dans les poches de perfusion et qu'on va mettre dans les artères des personnes qui sont vulnérables, comme les enfants. Pour le PVC, on peut avoir jusqu'à 80% d'additifs pour le rendre plus souple. Donc, ça vous montre qu'un additif, ce n'est pas juste une petite pincée qu'on va saupoudrer sur le plastique. Troisième source, alors attention, un nom très barbare, les NIAS, Non-Intentionally Added Substance, donc c'est de l'anglais, qui veut dire en français les substances non intentionnellement ajoutées. Ça veut dire que quand vous faites du plastique, c'est de la chimie. Donc, vous mélangez un ensemble de produits avec de la chaleur et des solvants. Or, ce processus chimique de réaction chimique va susciter l'apparition d'autres substances qu'on n'avait pas prévu de voir arriver. J'ai un exemple très concret qui m'avait pas mal marqué pendant mon enquête.
C'est celui d'une chercheuse qui s'appelle Anna Soto, qui a participé à la définition des perturbateurs endocriniens dans les années 90, qui, au début des années 90, fait des expériences avec son tube à essai. Et il se trouve que sur des cellules cancéreuses et sur des perturbateurs endocriniens qui pourraient faire proliférer ces cellules cancéreuses, et dans son tube à essai, elle voit ces cellules témoins qui ne sont censées pas trop bouger proliférer de manière extraordinaire. Elle se demande ce qui se passe. Elle appelle son fabricant de tube à essai, parce que le tube à essai est en polystyrène. Le polystyrène, ça peut aussi être dur et transparent, et pas que des petites billes blanches. Et elle lui dit, mais est-ce que vous avez mis quelque chose dans ce tube à essai? Réponse, ah oui, j'ai mis un nouveau produit pour le rendre plus résistant, c'est super. Ah oui, d'accord, et qu'est-ce que vous avez mis? Réponse, ah ben non, je ne peux pas vous dire, secret des affaires. Donc elle cherche elle-même, elle finit par trouver que ce fabricant a mis du TNPP, qui est un produit chimique, qui lors de la réaction a relargué du nonylphénol. Nonylphénol, qui est un perturbateur endocrinien reconnu, qui a migré du tube à essai au contenu et aux cellules cancéreuses qui ont proliféré. Et enfin, j'en arrive à ma quatrième source. La quatrième source de toxicité, excusez-moi, c'est mon truc qui sonne et que j'arrive pas à arrêter. Et la quatrième source de toxicité, c'est tout simplement la surface. On a vu pendant le Covid que dès le début de l'épidémie de Covid, l'industrie a été prompte à dire que le plastique, c'était hygiénique et ça allait vous protéger tous du Covid, alors que c'est tout l'inverse. Les scientifiques ont montré très très tôt que le plastique était l'une des deux surfaces avec l'acier où le Covid restait infection le plus longtemps, jusqu'à 9 jours. Voilà, j'en ai fini de côté. Merci beaucoup Dorothée pour cette introduction en matière. Donc vous nous avez parlé des perturbateurs endocriniens et donc je propose Pascal Yos, parce que vous étudiez beaucoup ce sujet dans le cadre du réseau environnement santé, que vous complétiez sur voilà, comment ces perturbateurs endocriniens peuvent engendrer des pathologies et quel type de pathologie. Ok, merci. Merci de me donner la parole. Je compte sur vous pour m'arrêter quand j'aurai dépassé les 5 minutes, parce que je n'ai pas mis mon minuteur. Donc, en fait, au-delà du problème de retrouver dans le sang, donc effectivement, les dernières études ont montré qu'on retrouvait des micro et des nanoparticules de plastique dans le sang. Donc, au-delà d'avoir un produit issu des hydrocarbures quand même dans son sang, ce qui ne me paraît pas une très bonne chose, un des sujets majeurs des plastiques, c'est en fait ce qu'ils appellent des additifs. Donc, quand ils les fabriquent, ils ajoutent un certain nombre de substances chimiques pour leur donner des particularités, les rendre plus souples, plus résistants au soleil, etc. Et en fait, en étudiant le sujet, on s'aperçoit que ça peut constituer plus de 50% de la formulation du produit fini. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent additif, ça peut être jusqu'à 70% du produit fini. Et ces additifs, on n'avait pas une grande idée de la quantité. L'Agence des produits chimiques européenne a essayé de répertorier le nombre. Et en fait, ils en trouvent plus de 1500 produits à plus de 100 tonnes. Hein. Ça fait vraiment beaucoup. Et donc, le problème de ces additifs, donc on va le voir, je vais faire un focus, comme l'a dit Dorothée, sur une famille importante que sont les phtalates, sur lesquels on a beaucoup travaillé au réseau environnement santé. Et en fait, la particularité, c'est qu'au cours de l'usage, donc quand le plastique est neuf, tout se passe bien, mais au cours de l'usage, d'ailleurs, vous voyez bien vos meubles de jardin, dans le jardin, le plastique se dégrade, c'est une des premières choses qui se dégrade. En fait, l'additif n'est pas solidement fixé sur le plastique et se diffuse. C'est ce qu'on appelle la migration, dont a parlé Dorothée. Et en fait, cette diffusion peut se faire très facilement. Alors, si on prend l'exemple des phtalates, par exemple, qui sont beaucoup utilisés dans les PVC et dans les sols en PVC, par exemple, il suffit d'un rayon de soleil sur le sol pour que le phtalate se diffuse dans l'air et puis se redépose ensuite sous forme de poussière. Donc on peut l'inhaler. Les bébés qui sont par terre et qui mettent la main à la bouche peuvent l'ingérer également. Donc voilà, donc c'est ce problème de migration des additifs au cours de l'usage qui est un vrai sujet. Alors, le deuxième point dont on voulait parler, c'est la réglementation au niveau des normes qui est basé sur un principe qui est le principe de Paracels. Donc, toute la toxicologie aujourd'hui est basée sur ce principe. Or, le principe de Paracels, c'est dire que la dose fait le poison, c'est-à-dire que plus on en prend et plus on a de risques.
Or, il se trouve que les perturbateurs endocriniens, on a découvert qu'ils ne suivaient pas du tout ce type de courbe. Ils suivent des courbes non monotones, c'est-à-dire qu'à faible dose, on peut avoir des effets beaucoup plus nocifs qu'à forte dose. Or, tout notre système de protection est basé sur c'est la dose qui fait le poison. Et en fait, censé nous rassurer, mais qui n'est pas du tout fonctionnel avec les perturbateurs endocriniens. Donc, je ne vais pas m'étendre plus, mais c'est un vrai sujet très important aujourd'hui. Parce qu'en fait, toute la réglementation des années 70 a été mise en place sur ce principe en définissant une dose sans effet, puis des limites maximum de résidus dans les produits, et puis des doses journalières acceptables. Or, tout ce schéma-là ne fonctionne plus avec les perturbateurs endocriniens. Alors, je voulais aborder aussi les maladies chroniques, un peu, qui sont... et je vais parler essentiellement de l'adulte, puisque je vais laisser la parole à Tania, qui va nous parler des maladies des enfants. Donc, les maladies concernées, en fait, on a de plus en plus d'études qui impliquent quand même de plus en plus fortement les phtalates à un certain nombre de maladies chez l'adulte, que sont l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le cancer du sein et tous les problèmes de reproduction, aussi bien féminine que masculine. Donc à peu près tout le réseau des maladies chroniques qu'on voit exploser actuellement. Voilà, donc je vais laisser la parole à Tania pour qu'elle nous parle des enfants. Et je reprendrai un peu plus tard pour les conseils. Merci Pascal, on reviendra tout à l'heure, il y aura un temps de questions-réponses et puis en effet on donnera quelques recommandations pour ne pas nous laisser tous devant ce constat qui est assez accablant. Tania, vous avez beaucoup travaillé sur la question des enfants, notamment avec l'association Cantine sans plastique, donc est-ce que vous pouvez revenir sur le risque majoré qu'on peut trouver chez les enfants pour les femmes enceintes et puis aussi la question du risque pour les générations futures. À vous la parole, Tania. Bonjour, merci Muriel, merci pour l'invitation. Je suis ravie de participer aux côtés de mes camarades Pascal et Dorothée aujourd'hui. Alors effectivement, je suis là aujourd'hui à double titre. Je suis présidente de l'association Cantine sans plastique et nous avons découvert en tant que parents il y a quelques années que dans les cantines françaises, énormément d'écoles servaient des repas qui avaient été conditionnés, stockés et réchauffés à même des barquettes en plastique, ce qui nous a totalement effarés, sachant tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure avec Dorothée et Pascal. Et donc, on sait aujourd'hui, parce que les chercheurs ont vraiment axé leurs études sur ces moments clés, que les perturbateurs endocriniens, en fait, ont des périodes de vulnérabilité par rapport aux risques sur la santé. On parle aujourd'hui des 1000 jours principalement. Alors, on pourrait aller jusqu'à au moins 1400 jours, puisque la période avant la conception est également extrêmement importante. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces 1000 jours, donc du premier jour de la fécondation jusqu'à peu près aux 2 ans de l'enfant, l'être en devenir et l'être après la naissance est particulièrement vulnérable à cette exposition aux perturbateurs endocriniens. Pour plusieurs raisons, bien sûr, comme l'ont très justement dit Pascal et Dorothée avant moi, on sait aujourd'hui que la dose ne fait pas le poison. Donc, c'est-à-dire qu'une exposition à de très faibles doses peut avoir des effets majeurs. On sait aussi que les perturbateurs endocriniens, comme leur nom l'indique, viennent perturber le fonctionnement du système endocrine. Et le système endocrine, c'est quoi? C'est notre système hormonal. Donc, c'est la fabrication des messagers, des hormones qui vont aller partout dans notre corps pour donner des informations à nos organes pour produire ou pas des protéines, des choses qui sont extrêmement importantes pour notre vie et notre bonne santé. Et bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, pendant la grossesse et pendant la petite enfance, eh bien, ce système hormonal est en pleine explosion, puisque la maman a un système hormonal qui change énormément pour pouvoir accueillir le fœtus au sein même de son organisme. Et puis, l'enfant grandit énormément et on dit même aujourd'hui que les enfants sont les sentinelles de la santé environnementale, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine croissance. Ils grandissent beaucoup, ils mangent beaucoup, ils ont une fréquence
respiratoire qui est bien supérieure à la nôtre. Ils mangent beaucoup plus que nous si on fait un ratio entre leur poids et leur taille. Ils respirent plus et ils sont très immatures. Leur système immunitaire est immature, leur système digestif est immature, leur système respiratoire est immature. Voilà. Toutes ces choses-là font que les enfants sont particulièrement vulnérables à ces perturbateurs endocriniens. Donc, il y a un concept qui a émergé de ces résultats d'études qui s'appelle la DOAD, c'est l'origine développementale des maladies et de la santé. Donc, aujourd'hui, on sait donc, que la grossesse et la petite enfance sont particulièrement importants. Alors, il y a d'autres changements hormonaux qui arrivent au cours de la vie, comme l'adolescence et un petit peu plus tard chez la femme et l'homme, la ménopause et l'andropause. L'adolescence est aussi un moment clé. Mais là, je parle plus particulièrement des enfants aujourd'hui. Alors, pourquoi nous, on alerte sur ces sujets-là? C'est donc dans les cantines. Et les cantines, ce n'est pas que la maternelle et la primaire, c'est de la crèche à l'université, puisque les enfants sont en croissance dès la crèche. Et donc, nous militons pour arrêter l'usage de ces emballages en plastique, qu'ils soient pétrosourcés, comme on l'a dit tout à l'heure avec Dorothée, où il existe aussi depuis quelques années des plastiques biosourcés, mais les études ont montré récemment que les plastiques biosourcés sont tout aussi nocifs que les plastiques pétrosourcés. Donc, l'idée, c'est de les arrêter les uns comme les autres. Alors, il y a une deuxième chose aussi sur laquelle on a particulièrement axé notre communication depuis à peu près 6 mois, c'est que en fait, on s'est rendu compte en allant dans les magasins, les supermarchés, que ce soit les petites surfaces ou les grandes surfaces, qu'une énorme majorité des produits alimentaires destinés aux tout petits, donc aux moins de 3 ans, sont conditionnés dans des emballages en plastique, un petit peu comme celui-ci là que je vous montre, que ce soit du sucré, du salé, des petits plats préparés, etc., ou les petits pots. Et ces emballages ne sont pas réglementés. Enfin, en France, on a une interdiction de présence du bisphénol A depuis quelques années au contact alimentaire et particulièrement pour les biberons, par exemple. Donc, un biberon, ça, c'est un biberon en plastique sans bisphénol A. Mais ne soyez pas rassurés pour autant, ce que disait Dorothée tout à l'heure. Les industriels ont trouvé la parade. Donc, sans bisphénol A, ce n'est pas rassurant puisque ça reste du plastique. Donc, il ne faut surtout pas réchauffer des choses dans un biberon en plastique. Et on sait aujourd'hui que les industriels ont remplacé le bisphénol A qui a été interdit par d'autres bisphénols que l'on sait aujourd'hui aussi être nocifs. Donc, l'idée, c'est d'arrêter d'utiliser des produits en plastique, des emballages en plastique, des jouets en plastique, des gourdes en plastique, parce qu'on sait aujourd'hui que la mention sans bisphénol A, en fait, ne nous protège pas. Donc, nous demandons, nous, aux industriels et aux distributeurs, de réglementer, enfin en tout cas on demande aux autorités de réglementer encore davantage, parce qu'aujourd'hui la réglementation ne protège pas le consommateur vis-à-vis des perturbateurs endocriniens, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ces petits pots bébés sont en plastique, peut-être sans bisphénol A, mais en tout cas ils sont en plastique, et donc on a vu qu'il y avait des additifs, des niaces, etc. Et ce qui nous pose un vrai problème, c'est que non seulement ils ont été conditionnés souvent à chaud, donc on a dit que le réchauffage et la température étaient un facteur qui majorait la migration des perturbateurs endocriniens. Donc, dans les usines, souvent, c'est mis à chaud dans les petits pots. Et quand bien même ce n'est pas mis à chaud, vous avez des recommandations de réchauffage à même ces petits pots en plastique au micro-ondes. Ce qui nous pose un vrai souci, puisqu'on sait que c'est cette manipulation-là qui va engendrer et qui va majorer la migration de ces molécules nocives vers le contenu, c'est-à-dire le petit pot que votre petit va ingérer. Donc évidemment, ce sont des gestes à éviter. Préférez les petits pots en verre, ça existe, il y en a beaucoup moins, mais ça existe, plutôt que d'acheter des petits pots en plastique. Tout à l'heure, Dorothée et Pascal ont parlé de l'omniprésence des nanoparticules et des microparticules de plastique dans notre organisme. On a parlé du sang, on a parlé des poumons. C'est vrai que c'était les 2 dernières études qui sont sorties récemment, mais précédemment,
on avait déjà des alertes, puisqu'on sait déjà depuis quelques années que dans nos selles, il y a des nanoparticules et des particules de plastique. Donc, ça veut dire qu'on en ingère et ça ressort. Alors, ce qui se passe entre les deux aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué à le savoir. Et surtout, il y a 1 an ou 2, je ne sais plus la date exacte, une étude a été faite aussi où on a retrouvé des particules de plastique dans les placentas humains. Donc ça, c'était quand même une énorme alerte. Ça veut dire que le bébé est en contact dès sa vie intra-utérine avec des particules de plastique. Donc, comme l'a dit très justement Muriel au tout début de cette conférence, on est très entouré de plastique, on est malheureusement beaucoup trop entouré de plastique. Donc, l'idée, c'est de se dire que il faut limiter au maximum notre exposition. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, Muriel, dis-moi, mais... pardon ? 1 minute. Alors, parfait. Donc, l'idée, c'est évidemment de ne pas vous dire « Oh là là, c'est foutu, il y en a beaucoup trop autour de moi, qu'est-ce que je peux faire ou où est-ce que j'abandonne ?» Eh bien non, en fait, on sait que chaque petite chose que vous allez enlever de votre environnement quotidien va vous prémunir des risques encourus plus tard. Donc, si on devait vous conseiller des choses par rapport aux petits, aux enfants, évidemment, lors de la grossesse, c'est d'éviter au maximum votre exposition, alors qu'elle soit alimentaire ou pas. On a parlé de l'air que l'on respire, des vêtements que l'on porte, des cosmétiques que l'on peut mettre sur sa peau, etc. Tout ça aussi est en lien avec cette contamination aux perturbateurs endocriniens. Essayez de manger des produits qui ne viennent pas d'emballage ou qui n'ont pas été réchauffés ni emballés dans des contenants en plastique, qu'ils soient pétro-sourcés ou biosourcés, ça j'insiste bien là-dessus. Quand vous avez votre petit bout qui est arrivé, eh bien on préfère prendre des biberons en verre plutôt que des biberons en plastique comme celui que j'ai montré tout à l'heure, de préférer acheter des produits alimentaires qui ne soient pas emballés, dans des contenants en plastique. Et puis, on peut aussi parler, alors on parle des contenants, mais il y a aussi à la maison, avec quoi je vais donner à manger à mon bébé. Par exemple, là, on a une assiette en plastique, des couverts en plastique. Si vous mettez des aliments chauds dedans, eh bien, vous allez encore exposer votre enfant à pardon, excusez-moi, à une exposition à ces molécules. Donc, tout simplement, vous pouvez utiliser des petites coupelles en verre, en inox, en porcelaine. Le verre est très difficile à casser et donc il n'y a pas de risque pour votre enfant. Et des couverts en inox sont tout à fait adaptés à la bouche aussi de votre enfant. Donc n'hésitez pas. Oui, c'est pratique, les couverts en plastique, mais ce n'est pas forcément génial pour les risques sur sa santé. On parlait tout à l'heure des risques pour la santé chez l'adulte. Je terminerai sur les risques pour la santé des tout-petits. Eh bien, on constate aujourd'hui des liens entre des expositions fétales et des malformations génitales, donc à la naissance, donc des micropénis, des cryptorchidis ou des hypospadias. Donc ça, ce sont des pathologies du tout petit bébé au niveau testiculaire chez les enfants, donc chez les petits garçons, pardon, les cryptorchidis, ce sont les bourses qui ne tombent pas. Les hypospadias, en fait, c'est un problème avec le canal pour faire pipi. Il ne va pas être tout droit. On constate des pubertés précoces, de plus en plus précoces. Et on sait aujourd'hui, grâce à beaucoup d'études, que elles sont liées à des expositions in utero, voire après au moment de la toute petite enfance. Et puis après, Pascal en a très justement parlé, quand l'enfant grandit, eh bien après on constate des problèmes d'infertilité qui sont de plus en plus présentes et des problèmes liés à des cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer du testicule, etc., etc. Il y a un autre élément qui est plus récent, et je terminerai là-dessus, Muriel. Une étude est sortie dans Science il y a très peu de temps, une grande étude sur une étude de cohorte qui a montré en fait les risques sur le neurodéveloppement des enfants avec des constatations qui sont quand même assez accablantes. Alors
des baisses de QI, on avait déjà des éléments qui pouvaient être encore discutés, mais là, ce n'est plus discutable. Donc, on constate des baisses de QI chez ces enfants-là qui ont été exposés. Et surtout, on constate des retards neurocognitifs et neurodéveloppementaux, comme des retards de langage, par exemple. Et ça, c'est des choses nouvelles, en tout cas clairement démontrées par rapport à ces risques-là. Donc, vous voyez que ces perturbateurs endocriniens, même si ça paraît comme ça peut-être un peu lointain, on se dit bon, peut-être qu'il y aura quelque chose, mais les risques sont quand même présents et le panel de risques est très large. Donc, plus on se prémunit de ces expositions-là et plus on favorise une bonne santé dans les années futures. Merci beaucoup, Tania. Donc, on a eu quelques recommandations, en effet, pour mettre à distance le plastique lors de la période de la grossesse et puis pour la petite enfance. Pascal, vous avez quelques autres recommandations pour aussi mettre à distance le plastique, puis le plastique qu'on ne soupçonne pas, qui peut être dans les vernis ou autres, ou en tout cas les perturbateurs endocriniens qui peuvent être dans ce type de matériaux. Je vous laisse la parole pour compléter en termes de recommandations, puis après, on en viendra aux réponses aux questions qui ont commencé à arriver. Ok. Bon, avant de commencer mes 10 conseils, je veux juste te dire que oui, je souhaiterais lutter contre l'idée. On souhaite lutter contre l'idée, donc il n'y a rien à faire, il y a du plastique partout, je ne peux rien faire. En fait, on a fait des études au niveau du reste dans des populations homogènes où on a mesuré dans les cheveux ou dans les urines des métabolites de phtalates. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des différences considérables d'un individu à l'autre, alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Donc, c'est certainement lié à son environnement personnel. Donc, ça mérite de chercher quelle est la source et pour essayer de l'éviter. Donc, on peut quand même faire beaucoup dans sa maison, dans son alimentation, pour essayer de limiter ses contacts avec les additifs et les plastiques. Alors, pour en venir aux conseils, donc un premier conseil, c'est au moment de l'achat de mobilier ou d'une maison ou au moment de la rénovation, c'est d'éviter, en fait, d'essayer de privilégier tout ce qui est produit naturel, donc le bois, faire attention quand on achète ses peintures et ses vernis. Donc maintenant, il y a des labels pour faire la distinction. Très attention, on a vaguement effleuré le sujet sur les sols en PVC, où là, on a des études qui montrent que par exemple, les femmes enceintes qui sont exposées pendant leur grossesse, on a 4 à 5 fois plus d'asthme chez leurs enfants quand elles ont dormi dans une chambre avec un revêtement en PVC, ce qui est quand même assez facile à éviter. Donc ça, c'est le moins facile à changer, puisqu'il faut faire ça à la base. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'aller faire un tour dans sa cuisine. Et alors là, il y a beaucoup de boulot à faire. Il faut virer tout ce qui est en plastique, donc les cuillères, tout ce qui est ustensiles en plastique, il faut vraiment éviter. Ne jamais mettre du plastique ni dans le micro-ondes, parce que comme on l'a vu, ces phénomènes de migration se produisent avec la chaleur, aussi avec les aliments gras. Si vous mettez un aliment gras, les phtalates, par exemple, sont lipophiles, donc ils sont très attirés par le gras, ou des produits acides. Donc, jamais de plastique dans le micro-ondes, jamais de plastique dans le lave-vaisselle non plus, parce que là, vous contaminez tout le reste de la vaisselle. Oui, c'est une bonne astuce, parce que ça a dû m'arriver d'en mettre, je dois avouer. Vous rentrez dans la cuisine et vous virez tout ce qui est en plastique. Il n'y a pas grand-chose, évidemment, mais ça a dû m'arriver d'en mettre au lave-vaisselle. Oui, et moi aussi, j'ai découvert ça dans une conférence qu'effectivement, ils ont fait des tests et on retrouve les produits un peu partout sur le reste de la vaisselle, en fait. Et vous profitez d'être dans la cuisine pour virer vos poêles en Tefal aussi, puisque ce ne sont pas des phtalates, mais ce sont des produits aussi très préoccupants. Et puis, vous utilisez des matériaux qui sont inertes, comme le verre, la céramique. Il y a plusieurs types de matériaux qui conviennent. Alors, je vais passer rapidement. Si vous reste du plastique, vous choisissez un des plastiques les moins nocifs. Je ne sais pas si vous connaissez la réglementation avec le numéro qui se trouve sur les plastiques. Là. Je vais passer rapidement, on pourra en discuter si quelqu'un est intéressé. Alors, le conseil qu'a déjà donné Tania pour les enfants, mais qui est valable pour tous les adultes, c'est d'éviter les plats cuisinés, qui sont toujours emballés dans des emballages qui posent problème. Et parce que dans l'usine, on met effectivement les aliments à chaud. Et en plus, il vous conseille de
réchauffer au micro-ondes en conservant le contenant, ce qu'on vous déconseille formellement. Donc, de cuisiner des produits simples non transformés. C'est la meilleure garantie d'ingérer un minimum de substances chimiques. Alors après, on peut faire un tour par la salle de bain et d'être très vigilant sur les cosmétiques et les produits d'hygiène, parce que là aussi, il y a beaucoup de matières grasses en fait, dans les produits de cosmétiques et hygiène, et les contenants en plastique ne sont pas le plus... Si vous avez un contenant en plastique, vous êtes sûr de vous retrouver avec des substances chimiques en plus de votre produit. Un conseil intéressant auquel on ne pense pas souvent, c'est d'éteindre tous les appareils électriques la nuit, parce que tout ce qui est ordinateur, télé, en fait, c'est fait avec un plastique dur et ils contiennent des retardateurs de flammes pour éviter quand ils prennent feu. Et en fait, si vous les laissez allumer, ils chauffent et ils émettent toute la nuit. Ça permet de mettre au repos les retardateurs de flammes, éteindre tout la nuit. Un conseil concernant les vêtements, Dorothée a un peu abordé le sujet, donc essayer d'acheter principalement des matières naturelles, du lin, du coton, laver ses vêtements avant de les porter la première fois. Et puis j'en viendrai aux 2 conseils vraiment principaux. Le premier, c'est de dépoussiérer, de passer l'aspirateur très régulièrement, alors pas que sur le sol, mais aussi sur les canapés, Et le dernier, qui est d'aérer. Et il est recommandé d'aérer 2 fois par jour son logement, ce que à peu près personne ne fait. Donc, été comme hiver. Et même si on est au bord d'une route, on se rend compte en fait que l'air intérieur des maisons est extrêmement concentré en composés organiques volatiles, 10 à 100 fois plus que l'air extérieur. Donc, s'il y avait un seul conseil à retenir, c'est aérer sa maison. Aérer, très largement, très souvent. Matin et soir, si possible. Si c'est une fois, c'est déjà très bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Voilà, ça nous donne quelques pistes pour réduire notre exposition. Par ailleurs, le No Plastic Challenge appelle globalement à réduire nos usages de plastique, notamment à usage unique, pour une raison davantage environnementale. Mais on voit bien qu'en effet, il y a 2 jambes, en tout cas 2 impacts majeurs à adresser quand on parle de plastique. Alors, on a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. Et puis, je voudrais dire aux spectateurs que s'ils le souhaitent, ils peuvent lever la main, je leur donne le micro et du coup intervenir oralement. Je vais déjà reprendre certaines questions-réactions. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en effet, la sensibilité n'est pas égale selon les individus. Donc, on nous rappelle qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, hypersensibles aux produits chimiques et qui vont réagir davantage face aux produits chimiques et aux additifs. On a une question sur les tests de migration qui sont demandés aux fournisseurs via un règlement de l'Union européenne d'octobre 2011. Est-ce que ça suffit ou pas à valider l'alimentarité du plastique? Je te laisse enchaîner peut-être tout de suite, Tania. Par rapport à la réglementation actuelle, oui, sachant que la réglementation actuelle ne nous protège pas. Donc ce n'est pas un gage de sécurité d'avoir ce certificat d'alimentarité aujourd'hui. Voilà. Malheureusement, c'est la réponse que je ne peux que vous donner aujourd'hui. On se bat pour que la réglementation soit améliorée, mais aujourd'hui, elle ne nous protège pas. En fait, les normes sont basées sur ce principe, la dose fait le poison, qui en fait ne marche pas pour les perturbateurs endocriniens en plus. Oui, et au-delà de ça, on a vu qu'on a réussi à faire interdire le bisphénol A au contact alimentaire, mais on sait ce bisphénol A a été remplacé par d'autres bisphénols que l'on sait aujourd'hui être au moins aussi nocifs. Donc, d'avoir un certificat qui nous dit ce produit ne contient pas de bisphénol ne nous protège pas au regard de toutes les autres molécules, et il y en a des milliers. Donc voilà, donc c'est très compliqué, et c'est en ça c'est pour ça qu'on se bat en fait aujourd'hui, tout simplement. Je me permets de rebondir. Tout à l'heure, Pascal a dit que dans la cuisine, il fallait enlever tout ce qui était en plastique, et c'est totalement juste. Par contre, petit bémol, les poêles, effectivement, tout ce qui est en téflon, on l'évite. Alors, ce n'est pas des phtalates, c'est des perfluorés. Donc ça, on le sait, des perturbateurs endocriniens. Et en plus, ils sont extrêmement persistants. Par contre, on les remplace par quoi? Par de l'inox. Donc les casseroles en inox ou les poêles en inox, ça, vous êtes tranquille, vous ne risquez rien. Pour le four, on va préférer de la porcelaine non teintée si possible,
ou des cocottes en verre, par exemple, ou des cocottes en fonte. Par contre, la céramique, faut vraiment s'en méfier parce que les fabricants ne disent pas comment ils fabriquent et donc c'est de la pierre que l'on met en poussière ou en petits morceaux qu'il faut bien recoller par ailleurs. Donc attention, la céramique, c'est pas forcément une bonne solution. Et quelqu'un vient de mettre dans le chat que la poêle en ferraille, c'est parfait. Oui, le fer aussi, le fer blanc pour les moules, justement pour remplacer les moules en téflon. Qu'est-ce qu'on prend? On prend plutôt des moules en fer blanc. Et il me semble que quelqu'un a posé la question tout à l'heure aussi des moules en silicone. La silicone, c'est considéré comme une matière plastique en fait. Donc les moules en silicone sont à éviter le plus possible. Et si vous ne pouvez vraiment pas vous en passer, il faut acheter le platinum qui est le plus cher. Mais qui aujourd'hui n'a pas prouvé non plus totalement son innocuité. Et quelqu'un vient de mettre, Jessica vient de mettre, et l'inox, il n'y a pas de souci. Justement, c'est un des matériaux aujourd'hui, l'inox et le verre, pour lesquels on a aucun souci. Voilà, comme ça, on a répondu à plein de questions. Tania, merci beaucoup. Et puis c'est vrai qu'on a besoin, en tant que consommateur, concrètement, de savoir ce qu'on peut faire. Donc, merci pour ces éclairages. Et je me permets d'ajouter que remplacer ces poêles en téflon, pour ne pas citer de marque, par une poêle en inox, souvent on me dit, parce que moi c'est aussi mon métier d'aider les gens à se dépolluer de leur quotidien, ils me disent, oui, mais l'inox c'est beaucoup plus cher. Alors attention, une poêle en inox, ça vaut entre 30 et 40 euros pour des marques déjà qui coûtent assez cher. Une poêle en téflon, on va dire que c'est entre 15 et 20 euros, sauf que cette poêle en téflon, vous allez devoir la changer au moins une fois par an parce que dès qu'elle est rayée, il faut la changer parce que là, on va majorer les risques de cancérogénicité. Alors qu'une poêle en inox, vous allez la garder toute votre vie. Donc, en termes d'économie, on est totalement gagnant à éviter ces matières qui sont nocives pour notre santé en plus. L'autre argument, c'est de dire que dans l'inox, ça colle, ce qui est vrai. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que je préfère la poêle en fer où en fait c'est beaucoup plus proche. La poêle en fer est une bonne solution. Alors l'inox, en fait, le problème, c'est qu'il faut se réhabituer à cuisiner différemment, puisque le téflon fait qu'on est très impatient, on met quelque chose, ça ne colle jamais. Donc évidemment, c'est très pratique, alors que l'inox, il faut se réapproprier la cuisson à l'inox, c'est-à-dire qu'au début, si on doit donner des conseils très pratico-pratiques, il faut chauffer assez fort sous votre poêle. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la matière grasse, contrairement à ce qu'on croit. Une fois que la poêle est bien chaude, vous posez vos aliments. Et là, c'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur. Il faut attendre un petit peu avant de retourner, parce qu'effectivement, ça va coller ou ça va attacher tant que l'aliment n'est pas suffisamment cuit en surface. Et une fois qu'il est suffisamment cuit, on peut le retourner et ça n'accroche pas. Pour l'exemple, je vous avoue que j'ai mis du temps à y arriver, mais maintenant, à la maison, on fait nos crêpes dans des poêles en inox et on ne met pas du tout de matière grasse. Donc, c'est possible. La crêpe, c'est quand même très fragile et ça marche très, très bien. Il suffit de savoir maîtriser le feu chaud au début et on baisse dès qu'on a mis l'aliment et ça marche très, 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 très bien. J'ai une autre question qui me semble importante, parce que c'est vrai que nous, ça fait partie des recommandations. On sait que les protections périodiques, et notamment les tampons, peuvent entraîner des toxicités. Mais les cups, on peut aussi se poser la question. J'avoue que je ne me suis jamais penchée sur le sujet. Je ne sais pas si l'une ou l'autre vous êtes déjà penchée sur cette question. Des cups, alors l'avantage, c'est que c'est réutilisable, donc c'est beaucoup moins de pollution. En revanche, c'est quelque chose qu'on met à l'intérieur de son organisme et donc la qualité du matériau doit être absolument essentielle. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Elles sont en silicone, en fait. Moi, j'ai un doute. Alors, c'est censé être de la normalement c'est de la silicone à usage médical, donc c'est de la silicone qui normalement est la plus propre possible. Maintenant, aujourd'hui, à ma connaissance, je n'ai pas trouvé d'études qui étudiaient justement les éventuels risques de migration, etc. Le corps est à 37 degrés, c'est pas non plus des températures énormes. Aujourd'hui, en fait, moi personnellement, je ne sais pas répondre à cette question-là. En termes de déchets, on est largement gagnant.
Et si on a peur de la cup, eh bien, on peut aller sur des serviettes ou des culottes menstruelles réutilisables en coton biologique. Et là, on n'a plus du tout ce contact avec la muqueuse vaginale. Si on a un doute, eh bien, on peut aussi ne pas aller vers ce type de choses-là. Il y a plusieurs possibilités aujourd'hui. Avant, on n'avait que les tampons, les serviettes. Aujourd'hui, les serviettes jetables. Aujourd'hui, on a beaucoup plus le choix. Donc, si vous avez un doute et que vous voulez mettre en place le principe de précaution, eh bien, utilisez un autre moyen pour cette période-là du mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question les personnes se posent la question. Moi, je suis vraiment assez sidérée de quasiment tous les bébés sucent toute la journée une tutute en silicone. Oui. Moi, j'ai vraiment une question, c'est quel est l'impact de sucer, parce que quand même la salive, on sait que c'est très acide, de sucer de la silicone toute la journée. J'ai un vrai sujet. Et d'avoir des couches dans lesquelles il y a des additifs chimiques aussi. Oui. Alors ça, oui. Il y a aussi des soucis sur les couches, ça, on n'en a pas parlé. Alors ça on peut trouver aujourd'hui des couches, alors soit des couches réutilisables, alors ça peut faire peur comme ça, mais honnêtement, c'est bien, c'est de mieux en mieux fait et de mieux en mieux fichu, et c'est vraiment, enfin voilà, on n'est plus les mains dans le caca, hein, pour parler des choses concrètes. Et puis, pour les couches, il existe maintenant des couches, des fabricants qui font des couches avec le moins de produits toxiques possibles. Alors, c'est plus cher. Alors, voilà, c'est clair et net, c'est beaucoup plus cher que les couches qu'on trouve en grande surface, mais ça existe. Donc, il ne faut pas hésiter si on veut mettre en place des choses à utiliser ce type de produit. Alors, je pense qu'on a un remerciement. Très bien. Parce que je me disais qu'on allait peut-être clôturer s'il y a une dernière question ou si quelqu'un veut prendre la parole parmi les spectateurs. On a vu beaucoup de sujets. Hein. Merci beaucoup à chacune. Parce qu'à la fois, on a bien, je pense, fait le tour des risques qui soient liés aux microplastiques, aux additifs chimiques et en même temps envisager de manière assez large les solutions. Un temps court. Comment ? Dans un temps court. Dans un temps court. Je me permets juste de reprendre la parole, Muriel, pour les tétines. En fait, on parlait des tétines, que ce soit les sucettes ou les tétines que l'on met sur les biberons. Il y a deux sortes de tétines en fait, et de sucettes qui existent. Soit c'est en caoutchouc, soit c'est en silicone. Normalement, les deux sont censés ne pas contenir ni de phtalate ni de bisphénol A. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les tétines en silicone présenteraient beaucoup moins de risques, ou en tout cas ne présenteraient pas les risques du caoutchouc, parce que dans le caoutchouc, en fait, il y a le caoutchouc synthétique et le caoutchouc naturel qui présentent des risques d'allergie ou des risques de libération de certaines substances chimiques comme les nitrosamines. C'est un peu long à expliquer, mais sachez que ça peut exister. Donc c'est vrai que, entre guillemets, le mieux, c'est les tétines en silicone qui ne présenteraient pas ces risques-là et qui sont beaucoup plus stables dans le temps. Par contre, exactement le même conseil à donner que tout à l'heure, dès qu'un contenant alimentaire, si vous en avez encore en plastique, est abîmé, rayé, ou la tétine de votre enfant est abîmée, rayée, eh bien là, il faut la changer et lui donner une tétine neuve. Alors après, encore une fois, Pascal a raison, voilà, ça reste quelque chose qu'il a en permanence dans la bouche, donc c'est mieux d'éviter, bien sûr. Mais la silicone est à préférer par rapport au caoutchouc, en fait. D'accord, ce qui n'est pas intuitif, en fait. Le caoutchouc, ça fait plus naturel. On voit l'arbre avec le caoutchouc qui s'écoule. Et en fait, voilà, intuitivement, donc c'est bien on n'aurait pas forcément pensé ça, donc c'est bien de le repréciser. Écoutez, moi, je pense qu'on va clôturer parce qu'on s'est dit qu'on partirait sur une quarantaine de minutes. On est à 48 minutes, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réactions et le sujet est passionnant. Je voudrais juste rappeler plusieurs choses. D'une part, alors je vous ai mis pas mal de ressources dans le chat pour ceux que ça intéresse. Voilà, on nous demande un site et des recommandations. Alors, ça ne s'est peut-être pas affiché ce que j'ai mis. Non, je ne le vois pas. Ok, Laurie, est-ce que tu veux bien remettre, tu vois, les différents sites? Donc, le site de No Plastic in NICE, le site du réseau Environnement Santé, le site de Cantine sans plastique et la référence du livre Les Plastiqueurs.
Comme ça, vous pourrez aller vous référer à ces différents sites. Nous aussi, on a écrit un livre, hein, si vous ne l'avez pas lu, qui est scientifiquement aussi très intéressant, qui s'appelle Pas de plastique dans nos assiettes à l'association Cantine sans plastique. Donc, n'hésitez pas à aussi le lire si vous voulez vous renseigner sur les pratiques dans les cantines françaises. Et le réseau environnement santé a écrit aussi un livre qui est plus sur comment je me protège du plastique dans mon environnement, dans ma maison. Par ailleurs, quand même, autre note d'espoir, on a la Commission européenne qui lance un grand plan, une feuille de route pour l'interdiction d'un certain nombre de substances chimiques problématiques. Et ils vont fonctionner, d'après ce qu'ils ont annoncé, par famille de produits. Donc, typiquement, sur les bisphénols, en fait, ils vont interdire l'ensemble des bisphénols, mais c'est à échéance 2027-2030. Voilà, donc on a quand même encore quelques années au cours desquelles on va continuer à être exposé à ces substances et à nous individuellement de nous protéger en fonction des informations qu'on diffuse. Merci Laurie pour les mentions dans le chat. Répondre voilà. à Béatrice qui disait avez-vous un site? Donc il y a tous ces sites et puis n'hésitez pas à consulter des professionnels, des professionnels de santé qui sont formés à la santé environnementale. Alors je me fais un peu de pub bien sûr, c'est mon boulot, mais voilà, nous on vous aide justement à individuellement, parce que chacun n'habite pas forcément dans la même maison que son voisin, à dépolluer votre quotidien et à faire en sorte de limiter vos expositions au maximum. Et les risques qui en découlent, bien sûr. Mais il y a aussi évidemment tous les sites où vous pouvez trouver des informations. Et on a le réseau environnement santé aussi. Laurie, je ne sais pas si tu peux l'ajouter. Et le réseau environnement santé, j'ai évoqué le livre qui a été publié sur la réduction de l'exposition aux perturbateurs endocriniens dans le cadre de son domicile. Voilà, merci. Et on a enfin Les Plastiqueurs, qui est le livre publié par Dorothée Moisan, qui est extrêmement instructif, à la fois sur l'ensemble des risques, mais aussi sur le fonctionnement industriel. C'est une grosse industrie, l'industrie plastique, et donc qui n'hésite pas à recourir à des méthodes classiques de lobby qui ne vont pas toujours dans le sens de l'intérêt général, de la défense de l'environnement et de la santé. Sur ce, je vous remercie. Je remercie, alors Dorothée a dû partir un peu plus tôt, mais je remercie et Dorothée et Tania et Pascal d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ces connaissances. Je remercie Laurie pour le back-office, et puis je vous remercie tous d'avoir assisté à cette conférence. Voilà, le No Plastic Challenge, en fait, on est en lancement. Il démarre pour sa 5e édition aujourd'hui. Vous pouvez aller sur notre site. Il y a aussi un test qui vous permet de mesurer votre impact plastique. Et puis, on va diffuser aussi une infographie sur les conseils clés. Alors, pour évidemment réduire son usage de plastique pour l'environnement, mais aussi pour se protéger et protéger ses proches. Voilà, donc vous retrouverez tout ça sur notre site dans les jours qui viennent. Je vous invite tous à participer au No Plastic Challenge et à le faire savoir sur les réseaux sociaux, parce que c'est important que collectivement, on porte d'autres messages, d'autres envies, d'autres choix de consommation, et qu'on pousse et les entreprises et les politiques à aller vers ça. Voilà, vous voyez que là, au niveau européen, on commence à avoir des choses, enfin on commence, en tout cas, on a de l'espoir quand même avec quelque chose qui va plus loin dans ce qui a été annoncé que ce qu'il y a eu jusque-là, avec des paquets entiers de substances qui seraient interdites dans les années à venir. Si on nous annonce ça, c'est bien qu'elles sont dangereuses. Soyons lucides sur le sujet. Donc, protégeons-nous le plus possible. Et puis, je vous invite à participer dans la joie, la bonne humeur au No Plastic Challenge. C'est une opération positive. C'est positif de protéger l'environnement et sa santé, et on en retire beaucoup de satisfaction. Donc, amusez-vous, et merci à tous. À bientôt. Merci Muriel. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.